Bonjour, en cette journée mondiale de l'environnement, Minimag ouvre le débat sur le réchauffement climatique. La température monte et le niveau des océans aussi. Et la hausse s'accélère. Parmi les conséquences de ce réchauffement climatique pour la Polynésie, c'est la part de prévisible et d'inéluctable, c'est la montée des eaux. Elle est déjà perceptible au Tuamotu. Il y a aussi une part de risque augmentée, plus difficile à modéliser. La fréquence et l'intensification des précipitations, des houles saisonnières et des cyclones tropicaux. La montée du niveau de la mer, c'est ce qui menace le plus nos atolls. La culture du copra en a déjà fait les frais. On se souvient du vibrant appel de l'ancien maire de Napuka, Taouira Pouarei, au maire des Marquises, leur demandant d'aider sa population en cas de submersion de son atoll. C'était en août 2010, lors du 22e congrès des maires à Tahiti. Au bas mot, 300 millions de personnes autour de la planète sont concernées par cette nouvelle géographie, ce qu'on appelle déjà les réfugiés climatiques. Il y en a déjà 44 millions, c'est déjà énorme. Des conséquences humaines, mais aussi sociales, économiques et désastreuses pour les écosystèmes. Alors que faire? On boit la tasse, on fuit? Sûrement pas. On s'adapte et on lutte, bien sûr. Nos invités pour ce débat, Frédéric Torrente, anthropologue, et Rémi Canavezio, géographe, tous deux chercheurs au CRIOB de Moorea, co-auteur avec Tamatoa Bambridge, chef de projet, d'une étude comparative sur la perception de la montée des eaux au Tuamotu et au Kiribati. Je rappelle que le CRIOB, c'est le Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Bonjour Frédéric, bonjour Rémi. Bonjour. Autre invité, Sylvie Youchiplin, chef du service des énergies à la présidence, en charge de la coordination du plan climat-énergie pour la Polynésie française, le PCE, ce plan climat-énergie qu'a lancé hier le sénateur et vice-président Nohiao Loré, en charge notamment de l'énergie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et Bran Kinkis, délégué interministériel au changement climatique, en charge de la préparation de la participation de la Polynésie française à la COP21, le sommet mondial sur le climat, prévu à la fin de l'année à Paris. Bonjour Bran. Bonjour Marie-Christine. Et merci bien sûr à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Les questions des auditeurs auditrices sont attendues au 40 86 16 00. Le 40 86 16 00, c'est le numéro de notre standard. Je me tourne d'abord vers vous, Rémi Canavezio. Je rappelle que vous êtes géographe-chercheur au CRIOB. Alors, on n'a pas proprement parlé d'observatoire du changement climatique dans le Pacifique Sud, mais un ensemble de données d'observation météorologique via, par exemple, l'Organisation météorologique mondiale, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU. Ici en Polynésie, des outils également, comme le CRIOB, l'IRD, l'IFREMER, le BRGM, le CHOM également. Et au plan régional, bien sûr, on a les programmes d'information, d'éducation du PROE, de la CPS. Alors mes questions, est-ce qu'on a ici en main en Polynésie des données sur la nouvelle géographie donc, que va apporter, qui sera issue de changement climatique, sur ce phénomène donc de la montée des eaux et des scénarios de projection climatique sur ces atolls des Tuamotu très vulnérables, donc en raison de leur faible élévation par rapport au niveau de la mer. Alors c'est vrai qu'ici en Polynésie, on n'a pas d'observatoire et on n'a pas de laboratoire spécialisé dans l'étude du changement climatique. Par contre, on a des relevés qui sont réalisés ici sur place en Polynésie, des relevés atmosphériques, des relevés au niveau marin aussi. Donc on a quand même quelques informations ponctuelles sur la Polynésie française et puis on bénéficie de toutes les observations qui sont réalisées par satellite. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, ces observations sont réalisées par le biais des satellites et couvrent finalement y compris ces grands espaces marins sur lesquels on n'a pas de station à proprement parler. Pour ce qui est de ce que l'on observe justement dès aujourd'hui en Polynésie française, il faut savoir que ce qui est le plus inquiétant, évidemment, c'est l'élévation du niveau de la mer par rapport à toutes les grandes problématiques liées au changement climatique, et que cette élévation du niveau de la mer ne se fait pas au même rythme partout dans le monde. Et la Polynésie française, à ce titre-là, se trouve dans une situation un petit peu intermédiaire, puisqu'on observe au niveau du Pacifique une élévation du niveau de la mer qui est plus rapide dans l'ouest du bassin, c'est-à-dire autour des États de l'ouest que sont par exemple les Tuvalu, les Kiribati, les îles Salomon,
Dans ces régions-là, le niveau de la mer s'élève de près d'1 centimètre par an. Et du coup, on constate visuellement, c'est assez évident pour tout le monde dans ces îles-là, que le niveau de la mer monte très vite. A l'inverse, l'est du Pacifique est concerné par une élévation beaucoup moins rapide. Elle est même quasiment inexistante, en tout cas au cours des dernières décennies. Et la Polynésie française se trouve donc dans une sorte d'entre-deux, avec une élévation qui est à peu près au niveau de la moyenne mondiale, c'est-à-dire de 3 à 5 mm par an dans nos îles. Ce qui fait que pour l'heure, on enregistre certains atolls, les populations de certains atolls constatent même une élévation, mais qui n'est pas aussi rapide que dans d'autres îles du Pacifique. Ceci dit, pour l'avenir, on a quand même tout lieu de s'inquiéter, parce qu'on ne sait pas déjà si la Polynésie bénéficiera encore longtemps de cette situation qui fait qu'elle n'est pas l'endroit où la mer monte le plus vite. Et puis, les projections réalisées par les différents modèles, alors elles sont à prendre évidemment avec des pincettes, mais la fourchette attendue d'ici à la fin du siècle, c'est une élévation de plusieurs dizaines de centimètres, probablement autour de 60 à 80 centimètres d'élévation d'ici à la fin du siècle, ce qui est déjà bien suffisant pour causer de grands problèmes dans les îles Basses, notamment au Tuamotu. Avec une grande inconnue, donc liée au comportement futur des calottes glaciaires. Parce que si la fonte des glaces s'accélère, la montée des eaux va s'accélérer également. Alors, les calottes glaciaires, pour certaines d'entre elles, il y a une inconnue. Pour certaines, je pense notamment à l'Antarctique, où les températures sont de toute façon trop basses dans l'Antarctique centrale pour qu'elles ne puissent fondre. Donc là, on n'a pas vraiment d'inconnu sur l'Antarctique centrale. Mais là où on a une vraie inconnue pour ce qui est de la fonte des calottes glaciaires, c'est pour le Groenland. Et le Groenland, à lui seul, s'il fondait totalement, causerait une élévation déjà bien insupportable pour les îles des Tuamotu. Et on ne sait pas, en effet, à quel rythme cette fonte va avoir lieu. Est-ce que ça va prendre plusieurs siècles ou est-ce que d'ici à la fin du XXIe siècle, ça sera déjà terminé de cette calotte glaciaire ? Et voilà, on a une grosse inconnue de ce côté-là. Il faut savoir néanmoins, je tiens à le préciser, que pour l'heure, l'élévation du niveau des océans n'est pas tant le résultat de la fonte des glaces, mais plutôt causée par la dilatation thermique de l'océan qui, du fait de son réchauffement progressif, gagne en volume et du coup s'élève. Et l'essentiel de l'élévation, pour le moment, elle est causée par ce phénomène. Brandt-Kakis, vous souhaitiez intervenir, donc pas d'observatoire spécifique donc de ce changement climatique dans le Pacifique Sud, mais des outils quand même en Polynésie. Tout à fait. Enfin, juste pour rebondir de manière très brève sur le cas du Groenland, c'est vrai que c'est un sujet qui est préoccupant. Si le Groenland, la glace présente au Groenland venait à fondre, on s'attendrait à une hausse du niveau marin de l'ordre de 3 mètres à 5 mètres. Et les spécialistes donc, du GIEC aussi prévoient qu'il n'est pas impossible que l'océan Arctique soit complètement vidé de sa glace à l'horizon de la moitié de ce siècle. Donc ce sont des choses qui sont préoccupantes. Mais bon, l'heure n'est pas au catastrophisme non plus. Pour ce qui est de l'observation des données du changement climatique, en fait, on évolue, on est au milieu insulaire, une petite population, donc pas beaucoup de moyens. Donc, ce sont un observatoire demande beaucoup de moyens financiers à faire fonctionner. Donc pour 270 000 habitants, ça paraît compliqué. En revanche, la grande chance de la Polynésie, c'est de disposer de beaucoup d'instituts de recherche. Donc, le CRIOM en fait partie, mais il y a aussi l'Université Polynésie française, il y a aussi l'Institut Louis Malardé, qui est un institut polynésien, c'est le seul institut polynésien donc, de recherche, qui travaille à l'adaptation, une meilleure adaptation du changement climatique. Des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Pour prendre le cas de l'Institut Louis Malardé, il est question en fait d'une recrudescence de risques de pandémie, des maladies infectieuses, notamment celles induites par le moustique, à cause de la pluviométrie qui changerait. L'Institut Louis Malardé travaille aux maladies infectieuses, à la gestion des épidémies.
Autre chose, c'est la ciguatera. L'Institut Malardé a acquis une renommée mondiale sur ce sujet et travaille donc sur le risque d'intoxication ciguatérique et qui est une des conséquences très probables du changement climatique dû à une diminution de la vitalité corallienne qui là est la spécialité du CRIOB par exemple. Donc c'est-à-dire que si on met bout à bout tout le travail vraiment d'excellence que font les instituts de recherche aujourd'hui, on arriverait à une Polynésie beaucoup plus résiliente. Et c'est d'ailleurs, c'est parce qu'on s'en est aperçu que dans le schéma directeur de la recherche en Polynésie française, le changement climatique a été fléché comme un axe prioritaire de recherche. Voilà. Frédéric Torrent, vous êtes anthropologue, chercheur également au CRIOB et co-auteur avec Rémi Canavesio et Tamatoa Bambridge d'une étude comparative sur la perception de la montée des eaux au Tuamotu et à Kiribati. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, quelle perception la population des Tuamotu a-t-elle du changement climatique et de ses conséquences ? Oui, effectivement, nous avons donc réalisé une enquête au Tuamotu sur quelques atolls, de façon à recueillir vraiment la perception qu'en avaient les habitants des Tuamotu, des atolls, donc, qui sont en première ligne. Et donc le recueil des informations a été assez stupéfiant, dans le sens où partout ailleurs dans le Pacifique, les gens s'alarment de façon importante, alors qu'ici, les conséquences du changement climatique, en tout cas de la submersion, sont visibles, mais ça rentre dans les habitudes, en sachant qu'en fait, ce sont des conséquences qui sont pour l'instant à bas bruit, et donc en fait peu visibles, et donc pas forcément catastrophiques pour les gens. Voilà. C'est vrai que ces populations vivent déjà dans des espaces contraignants depuis des générations. Oui, bien sûr. Donc, les sociétés des atolls des Tuamotu sont particulièrement ce que l'on appelle résilientes, c'est-à-dire qui ont une capacité d'adaptation extrême à des circonstances autant climatiques que guerrières ou autres, forcément, dans l'histoire. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que les Tuamotu, c'est une surface maritime énorme de 2 millions de kilomètres carrés, qui est comparable à celle de l'Europe, avec à peu près 690 km² de terre émergée. Et donc, en fait, il y a quand même 690 km² qui sont menacés. Menacés par quoi ? Eh bien, le constat sur place a été déjà un constat d'une atteinte des nappes d'eau douce sous les atolls, donc un problème de salinisation progressive des nappes d'eau douce qui, en fait, pose un problème bien sûr pour l'eau domestique. Bien sûr, on sait bien que l'eau du sol n'est pas bue aujourd'hui puisqu'elle est quand même saumâtre, mais en fait elle sert à beaucoup d'usages domestiques, notamment le lavage, etc. Et ça pose déjà un problème d'eau. Voilà. Également, il y a des problèmes d'altération des ressources marines et qui sont en ligne directe, notamment les ressources, je pense qu'on va en parler, sur le bénitier, donc même l'atteinte directe des écosystèmes avec le corail, etc., qui va perturber toute la chaîne qui va servir à l'alimentation des gens des Tuamotu. Également, il y a une altération frappante de la végétation sur certains atolls très bas, comme celui qu'on a constaté avec Rémi à Hikueru, je pense qu'il va nous en parler un petit peu. Il y a des phénomènes de mort de végétation pour des plantes ou des arbres qui sont tout à fait adaptés aux atolls. Je pense surtout aux plantes endémiques. Voilà. Également, il y a cette grande habitude des Tuamotu, bien sûr, de faire face aux tempêtes, aux cyclones et aux houles. Mais ces houles sont perspectives, Rémi va nous en parler, de façon importante dans certains atolls bas, comme Makemo, où le village est régulièrement submergé, ou Hikueru, etc. Il y a, alors par contre, un problème important, c'est le problème qui est bien sûr partout sur le littoral en Polynésie, c'est le problème de l'érosion littorale accrue, avec au Tuamotu un recul de la plage de 100 mètres en 10 ans, ce qui est quand même assez impressionnant. Et ceci entraîne la diminution de la surface des motus et surtout, au niveau de l'humain, ça complique les problèmes fonciers, puisqu'il y a des gens qui perdent leur terre, et ça, il faut quand même soulever ce problème foncier important. Voilà. Alors, l'étude consiste à faire une comparaison entre
entre les conditions du changement climatique sur les atolls des Tuamotu et les conditions qui sont vécues au Kiribati, donc qui sont des atolls qui sont particulièrement frappés déjà et bien abîmés avec des conséquences sanitaires importantes. Et c'est intéressant justement de comparer ces deux situations, puisqu'il y a une situation où on est dans un contexte francophone et donc on va dire développé si on veut, et de l'autre côté des Kiribati, c'est un contexte indépendant, avec un contexte anglophone également. Voilà. Donc cette étude donc, consiste à comparer bien sûr les perceptions, l'adaptation éventuelle de ces gens des atolls à ces problèmes donc, de changement climatique. Est-ce que les jeunes générations sont plus sensibles, en général plus sensibles aux enjeux environnementaux? Est-ce que sur place, vous avez pu constater que cette jeune génération se sent plus concernée par ces phénomènes, Rémi? Alors, oui, en fait, les générations ne réagissent pas du tout de la même manière à ces questions de submersion, d'élévation du niveau de la mer. Et ce que l'on constate, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment surprenant d'ailleurs, c'est qu'on a des jeunes générations qui sont souvent beaucoup plus sensibilisées à la question du changement climatique et qui attribuent d'ailleurs beaucoup de problèmes environnementaux que l'on constate dans ces îles au changement climatique, parfois même de manière excessive d'ailleurs. Il y a aussi un mélange des causes avec parfois par exemple la question des tsunamis qui apparaît dans les questionnaires, alors que ça n'a absolument rien à voir avec le changement climatique, ça vaut peut-être le coup de le préciser. Alors que les anciennes générations, elles, qui par contre ont souvent une bien meilleure observation de leur environnement, déjà parce que c'est sur un temps d'observation beaucoup plus long, puis parce que souvent elles ont eu des métiers qui les ont amenés à bien mieux observer l'environnement, constatent des évolutions mais ne les attribuent pas forcément au changement climatique. Donc c'est vrai qu'on a une vraie différence à ce niveau-là. Je voulais ajouter aussi par rapport à ce que vient de dire Frédéric Torrent, c'est que notre étude est au-delà d'être comparative entre deux archipels du Pacifique, les Kiribati d'un côté et les Tuamotu de l'autre, veille aussi à regarder les variations qu'il peut y avoir au sein d'un même archipel entre différentes îles. Et pour ce qui est de la perception de cette élévation du niveau de la mer, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait une vraie variabilité entre les îles, entre chaque atoll des Tuamotu, en tout cas entre chacun de ceux qu'on a pu visiter, avec certaines îles où la population est très sensibilisée à cette question-là, et d'autres où elle l'est beaucoup moins. Et ça tient en grande partie en fait à des micro-variations, à des micro-inégalités topographiques de ces îles, entre certains atolls qui sont parfois légèrement plus hauts que d'autres. Je pense à l'atoll d'Anna, que Frédéric et moi connaissons bien, enfin surtout Frédéric, qui est un atoll légèrement soulevé, et ces quelques dizaines de centimètres de plus suffisent parfois à faire la différence dans le vécu de ces submersions par les populations. À l'inverse, à Hikueru, où on était au mois de mars, qui là est un atoll très très bas, la population constate à chaque grande houle que la mer s'avance loin dans le village, cause des problèmes, contribue au dépérissement de la cocoterie, etc. Donc vraiment, il faut regarder la situation au cas par cas. Et du coup, les solutions doivent également être traitées au cas par cas, je pense. Il faudra des solutions sur mesure, une approche participative de ces solutions en s'appuyant sur les... Frédéric Torrente parlait tout à l'heure des plus anciens, des anciens, donc en s'appuyant sur les leaders, je dirais, communautaires, traditionnels. Oui, il y a encore beaucoup de connaissances de la part des anciens par rapport à la lecture de l'environnement, de certains signes, qui ont tendance aujourd'hui bien sûr à être oubliés. Donc ça c'est le premier point. Et deuxièmement, je remercie le maire notamment de Hikueru et de Tainga qui vraiment est impliqué à fond dans le problème par rapport à cette recherche de solutions. Il y a le maire de Napuka, j'en parlais tout à l'heure, les maires s'étaient rassemblés au Tuamotu et avaient fait une sorte de triangle de partage
Donc il y a quand même une grosse prise de conscience des élus, un triangle de partage. Donc pour la côte est des Tuamotu, on irait vers les Marquises, la relocalisation, pour la côte ouest vers Makatea et pour le sud vers Tahiti. Ce problème de la relocalisation, est-ce qu'il est envisagé par les populations elles-mêmes? Là, je ne parle pas des élus qui en ont conscience, pour la plupart. Alors, la relocalisation des populations, il faut savoir que quand on parle de cette possibilité avec les principaux intéressés, il n'est jamais question de quitter les atolls pour différentes raisons qui relèvent de la culture de ces îles, qui relèvent parfois de contraintes financières et des contraintes foncières qui sont vraiment un problème que tout le monde connaît bien dans ces îles, qui fait que dans bien des cas, les gens n'envisagent même pas cette idée, y compris d'ailleurs lorsque l'on leur met en balance une situation potentiellement extrême, c'est-à-dire celle de la submersion quasiment totale de leurs îles. Dans bien des cas, il n'est même pas question dans cette hypothèse-là de se relocaliser. Ce que les habitants nous disent, c'est que, et ils le font d'ailleurs déjà dès à présent, pour eux, la meilleure solution, c'est de surélever la maison, tout simplement. Et donc de faire comme ça se fait déjà dans d'autres endroits du monde, c'est-à-dire de construire plus haut, sur pilotis, mais pas forcément en changeant de terrain. Ça pose malgré tout quand même un problème, c'est celui de la viabilité économique d'une île qui serait totalement submergée. Mais du point de vue de l'habitat, les habitants sont à ce niveau-là presque tous d'accord pour écarter totalement l'hypothèse d'une relocalisation et de se dire que finalement, même si le niveau de la mer venait à monter d'1 mètre, et même si du coup à chaque houle, la mer venait à s'inviter dans leur terre, eh bien la solution de la construction sur pilotis ou légèrement surélevée serait satisfaisante. Par contre, qu'est-ce qu'il ferait au quotidien? Quelles pourraient être les activités économiques dans des îles submergées? En tout cas, la copraculture ne serait plus possible, ça tout le monde en est bien conscient. Donc c'est peut-être là que se pose une vraie question pour l'avenir. C'est déjà le cas pour Napuka, Puka Puka. Quelle stratégie donc d'adaptation face à ce changement climatique? Sylvie Youchiplin, vous êtes chef de service des énergies à la présidence, en charge de la coordination du plan climat-énergie de la Polynésie française, qu'a lancé hier le sénateur et vice-président, en charge notamment de l'énergie à la Chambre de commerce, Noya Oloré. Alors quel est l'objectif général de ce plan? Ces déclinaisons, on parle d'un plan stratégique, plan climat-énergie, plan climat-acteur, et son mode d'organisation, toujours au plan général, avant d'entrer plus en détail. Alors, bonjour à tous, aux spectateurs, aux spectateurs. Voilà, on y arrive. Alors déjà, c'est vrai, c'est une décision d'abord du pays, de la Polynésie française, de mettre en place d'abord un plan climat stratégique et un plan climat énergie. Alors un plan climat, lorsqu'on prend sa définition au niveau européen, au niveau national, se décline en 3 parties, qui est d'abord un état des lieux avec un diagnostic, ensuite l'écriture des orientations et le plan d'action qui s'appelle le plan climat-énergie territorial. Dans ce plan climat au niveau national, nous avons souvent une distinction entre une mesure d'atténuation et les mesures d'adaptation. La situation en Polynésie française est complètement différente du fait du contexte d'insularité et de tout ce que nous venons d'entendre. Fait qu'on ne peut pas faire un plan climat-énergie tel qu'on le conçoit au niveau national. Alors, la partie, ce qu'on a appelé le plan climat stratégique, en fait, c'est tout simplement des orientations.
la partie des orientations. Il y a eu un état des lieux, un diagnostic qui a été réalisé en Polynésie française déjà en 2009. On l'a remis un jour en 2012. Et actuellement, il s'agit d'écrire le plan d'action sur un court terme, moyen terme, de ce que la Polynésie française pourra mettre en œuvre dès aujourd'hui pour pouvoir s'adapter au phénomène du changement climatique. Donc, en priorité, en général, on met en place ce qu'on appelle des mesures sans regret, c'est-à-dire que les prévisions sont réalisées ou pas réalisées, quel que soit le résultat de ces actions et de ces mesures mises en place, vont être profitables à la Polynésie française, ne serait-ce que dans la préservation de son environnement. Alors c'est une planification opérationnelle, voilà, des plans d'action bien précis. Voilà. C'est un travail pluridisciplinaire, interministériel, interservice. Il faut donc commencer par bien faire ce qu'on a fait et ce qu'on fait encore. Je pense par exemple en termes de mode et de pratiques d'aménagement terrestre et des littoraux. Et là, il y a un gros travail à reprendre. Il y a un gros travail à reprendre. Comme vous l'avez dit, ce plan climat, c'est un document qui va recenser tous les secteurs d'activité. Les transports, etc. Transport, aménagement, cohésion sociale, recherche. Parce qu'on s'est rendu compte justement lorsqu'on avait lancé le plan climat stratégique, on a fait un état des lieux de diagnostic, et même hier au niveau des séminaires, c'est que chaque secteur avait plus ou moins travaillé sur un schéma sectoriel. On apprend qu'on a des données et ce plan climat va permettre d'unifier et de rendre plus cohérent ce que fait la Polynésie à tous les niveaux, que ce soit au niveau des associations, que ce soit au niveau des institutions de recherche, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des établissements publics, que ce soit au niveau des entreprises. Donc ça va vraiment permettre d'avoir une vision globale et unifiée de ce qui se fait en Polynésie et qu'on puisse prendre des actions cohérentes et qu'on aille tous dans le même sens. Donc souvent au niveau sectoriel, une action, une activité peut avoir des effets sur une autre activité parce qu'on interagit, on est une société qui interagit. Ce document va permettre de donner à l'acteur de voir ce qui se fait dans un autre secteur et de prendre en considération leurs objectifs. Par exemple, on pourra réglementer l'architecture des maisons pour une meilleure adaptation. Exactement. Un exemple concret. Oui, un exemple concret, oui. En plus, c'est un travail que nous avons lancé depuis le début de l'année. Depuis 2011, on a essayé de donner des outils à la population sur la construction bioclimatique. Donc, nous avons mis en place des sessions de formation. Nous sommes en train de finaliser la rédaction d'un référentiel pour une construction bioclimatique. Maintenant, des travaux vont commencer sur une réglementation énergétique des bâtiments. Donc la transition énergétique pour limiter les effets de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables. Est-ce que là aussi on a des actions bien précises qui Avant seront de parler définies des actions, je voudrais bien rappeler, là on revient d'atelier à UVA, qui était organisé par l'IRD Nouméa sur justement la réunion de tous les peuples des atolls du Pacifique, notamment ceux de UVA, donc
en Calédonie. Et on constate quelque chose d'important, c'est que tous les petits pays insulaires sont en train de payer pour les pays industrialisés. Et on veut actuellement culpabiliser les gens des atolls, en tout cas, sur des mesures par rapport à la protection environnementale, en tout cas, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qui ressort de tout, notamment de Océania 21 aussi, qui a eu lieu après à Nouméa, c'est que vraiment ces pays sont fatigués d'entendre ce discours scientifique qui est complètement en dehors pour eux, bien sûr, pour les populations des atolls, qui est un petit peu en dehors, en fait, de ça. Et en fait, il y a un gros travail d'adaptation de ce discours scientifique qui est bien sûr évident et fondamental, mais de l'adapter, bien sûr, aux perceptions locales, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incompréhension, de façon à ce que tous ensemble préparent l'avenir de ces îles basses. Voilà. Brankakis. Rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, est un élément qui est très important à prendre en considération, c'est justement ce langage qui n'est malheureusement pas commun entre le scientifique, la population et le politique. Et donc il nous a semblé important de travailler, de mettre en place en fait, et on l'a fait grâce au ministère du Développement durable métropolitain, qui en a pris la pleine mesure, de mettre en place une plateforme de discussion entre scientifiques, élus locaux des atolls et société civile, donc qui se passera à la fin du mois de juin et début juillet là, à Papeete. Donc c'est un mini symposium scientifique dont le thème est le pacte polynésien, pacte qui est Polynesian Against Climate Threats, donc la Polynésie contre les menaces du changement climatique. Donc justement, c'est de pouvoir en fait amorcer ce dialogue entre l'état des lieux scientifiques et les mesures qui doivent être mises en place après par les élus. Je voudrais rebondir aussi sur quelque chose qui me paraît très important, dont a parlé Rémi, c'est l'aspect économique en fait du changement climatique. Et il est très fortement envisageable que les déplacements de population seront autant pour cause économique, sur les conséquences du changement climatique sur l'économie parfois monolithique de certaines îles. Donc la population devra se déplacer dans d'autres endroits où ils pourront reprendre une activité économique. Il y a eu l'exemple du Copra, mais certaines autres îles vivent exclusivement du tourisme, d'autres exclusivement de la pêche. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'adresse aux atolls, puisqu'on pense îles basses, donc tout de suite on dit les îles basses sont les plus vulnérables. Mais si on réfléchit un petit peu, qu'on prend du recul, on s'aperçoit que la Polynésie française, en tout cas, sa première ressource économique est le tourisme. La deuxième, c'est la permaculture. La troisième, l'agriculture. La quatrième, la pêche. Donc ce sont 4 activités économiques qui dépendent exclusivement d'un climat stable et d'un environnement sain. Donc ça donne en fait toute la légitimité de l'action qu'est en train de mettre en place le service des énergies avec la vice-présidence, de préparer un plan d'action en fait sur le changement climatique. Le climat change, l'heure est à l'urgence et donc le temps est à l'action véritablement. Donc c'est ce qu'est en train de mettre en place le service des énergies avec ce plan climat-énergie, de donner les grandes actions prioritaires à mettre en place. Ces actions, en fait, on pense les mettre en place dans un délai de 5 ans, et dans 5 ans, de remettre un autre plan d'action, de le réinitialiser, pour pouvoir pouvoir adapter les mesures à mettre en place en fonction des besoins du moment, des priorités du moment. Alors, ce plan d'action sera présenté au sommet mondial sur le climat, donc prévu à la fin de l'année à Paris. Alors, vous êtes en charge, Brankakis, de la préparation de cette participation de la Polynésie française à la COP 21. Vous l'avez dit vous-même, et Philippe Torrent, il est essentiel pour l'Océanie et pour la Polynésie d'avoir une attitude, un positionnement commun face à ce grand sommet mondial.
D'ailleurs, vous avez parlé de l'organisation d'un symposium, une conférence aussi des leaders polynésiens qui aura lieu au mois de juillet. En Nouvelle-Calédonie, c'est en effet tenu un séminaire où les Océaniens ont appelé une révolution justement dans les comportements. Donc il est important d'avoir aussi une démarche communautaire pour ce sommet France-Océanie. Oui. Alors, pour parler de la conférence des leaders polynésiens, ce qui est important de montrer, et l'idée n'est pas de moi, elle est d'un Tongien, c'est que nous ne sommes pas des petits pays insulaires, nous sommes des grands pays océaniques. Donc il y a 8 collectivités, 8 pays et territoires d'outre-mer qui forment ce groupe des leaders polynésiens. Et ensemble, nous sommes à 10 millions de kilomètres carrés. Donc le rôle de l'écosystème marin, de cet écosystème marin de 10 millions de kilomètres carrés, est très largement comparable au rôle de l'Amazonie en termes de poumons pour la Terre. Donc la moitié, une très grande partie de l'énergie émise en fait est absorbée par les océans. Donc ça, il faut bien montrer que la voix de la Polynésie, elle compte et que nous avons un vrai rôle au sein de la planète. Pour revenir sur la COP21, l'enjeu est énorme et dépasse très largement les enjeux en Polynésie. C'est un vrai tournant. Enfin, il est attendu qu'il y ait un tournant de la relation entre l'humanité et son environnement. Il y a 2 objectifs phares. Le premier, c'est de stabiliser l'augmentation de la température en deçà de 2 degrés à l'horizon 2100, puisque c'est apparemment en deçà de 2 degrés, les impacts sur l'environnement seraient moins importants. Le deuxième objectif, et le président Hollande en a vraiment fait une vraie priorité, c'est tout ce qui est fonds d'adaptation au climat. Justement, des pays les plus industrialisés envers les pays les plus vulnérables. Donc ça, pour nous, qui sommes aux premières loges des conséquences du changement climatique, c'est un tournant à ne pas rater. Donc la Polynésie en a pris la pleine mesure, mais pas seulement en 2015. L'Université de la Polynésie française mène des travaux sur le changement climatique depuis le début des années 2000. Il y a des thèses de doctorat qui se font dessus. En 2009, il y a eu un état des lieux. En 2011, un plan climat stratégique. Ensuite, le plan climat énergie, donc la liste d'actions. Donc on compte arriver à cette COP21 préparée, avec un document de montrer que la Polynésie est un endroit idéal pour être la vitrine du savoir-faire de l'humanité contre le changement climatique. Et en plus de ça, nous comptons en fait porter la voix de tous les pays qui sont semblables aux nôtres, semblables par la culture, par la tradition, par l'histoire, et par cet océan que nous partageons, quoi. Il nous reste 4 minutes. Donc 15 et 16 juillet, la conférence des leaders polynésiens, et le mini-symposium scientifique qui aura lieu 15 jours avant servira en fait à nourrir le débat politique de recommandations sur des bases scientifiques. Le Premier ministre Manuel Valls l'a annoncé aujourd'hui lors de la réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa à Paris. Donc un sommet France-Océanie tiendra en amont la conférence sur le climat, la COP 21. Donc ça, c'est un élément important. Il ne faut pas oublier non plus que les difficultés de financement de l'adaptation, et puis là, il y a un problème de justice, d'équité, d'inégalité entre les peuples, les pays très développés, riches, y compris la France, même s'il est en difficulté économique, et ces pays insulaires ou en voie de développement ou comme la Polynésie, qui est en train de reconstruire son économie. Il ne faut pas oublier ça, l'équité entre les peuples. Et dire que les mesures d'atténuation et d'adaptation à mettre en œuvre peuvent être des sources de développement économique également. Ce sont des opportunités économiques à prendre. Frédéric Torrent, vous voulez ajouter un mot ? Oui, tant qu'on était dans les dates, je voudrais juste
annoncer la date de la restitution de l'étude qui a été faite par l'AFD et le CRIOB, qui sera le jeudi 25 juin à la Chambre de commerce à l'amphithéâtre à 9h du matin. Voilà, c'est juste pour préciser cette restitution de cette étude-là. Voilà. Sylvie, un dernier mot ? Alors un dernier mot, il faut savoir que on parlait de la politique du plan de transition énergétique. En fait, le plan de transition énergétique va dans le sens d'une adaptation au changement climatique en Polynésie française. C'est notre spécificité d'être insulaire, éloigné de tout, sans ressources d'énergie carbonée propre, donc nous sommes très dépendants, et lorsqu'un jour viendra un phénomène, on va dire, dû au changement climatique, et on pourra plus importer d'hydrocarbures, c'est toute l'économie de la Polynésie française qui va s'écrouler. Donc les mesures d'adaptation et de développement des énergies renouvelables, de réduction et de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables va dans le sens de ce plan climat. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous rappelle que ce magazine sera rediffusé sur notre antenne dimanche, juste après le journal de la mi-journée. Qu'il sera également disponible sur notre site internet dans quelques heures. Voilà, c'est la fin donc de ce Millibag. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci.